Fiasco de Parcoursup, dégringolade dans les classements internationaux, difficulté à s'insérer dans la vie active, le système scolaire français qui avait tout pour devenir l'un des meilleurs du monde semble s'effondrer petit à petit. Et ce n'est pas Internet qui va te dire le contraire. Surtout pas YouTube ou TikTok qui glorifie le fait d'abandonner ses études pour se lancer dans le trading, l'entrepreneuriat ou la vente de formation. Et quelque part, ça peut se comprendre. Au fur et à mesure des décennies, les gouvernements s'enchaînent en adoptant des réformes qui coûtent de l'argent, ne servent à rien et produisent bien souvent l'effet inverse. C'est la politique du toujours pire. De la primaire aux études supérieures, le système scolaire démontre de plus en plus de faiblesses. À une heure où Internet permet un accès rapide à l'information, les étudiants n'ont jamais eu autant de difficultés à trouver leur orientation. Néanmoins, malgré tout ça, le système scolaire n'est pas totalement mort. En réalité, même si cela semble de plus en plus difficile, il existe des opportunités incroyables pour ceux qui ont compris qu'il fallait se soucier le plus tôt possible de son orientation. Dans cette vidéo, je vais te parler du système scolaire comme personne ne l'a jamais fait sur Internet. Que tu sois au collège, au lycée ou à la fac, je vais te révéler comment t'en sortir pour arriver là où tu souhaites, quels que soient tes objectifs. Beaucoup de reproches sont faits au système scolaire français, de la primaire jusqu'aux études supérieures incluses, de la part des élèves, mais également des profs eux-mêmes. J'ai déjà dressé ce constat dans une vidéo précédente concernant l'intérêt ou non d'avoir des diplômes, donc je vais pas revenir dessus en détail, mais en synthèse, si je dois les citer, eh bien les enseignements sont considérés comme trop théoriques, avec la sensation, une fois dans le monde du travail, que cela n'a rien à voir avec ce que l'on a appris. Les enseignements sont également considérés comme obsolètes, dans la mesure où les défis de demain, comme l'écologie ou l'IA, ne sont que très peu, voire pas abordés du tout dans les programmes. Les emplois du temps sont beaucoup trop chargé, ce qui va générer une fatigue inutile aux élèves. Les réformes également s'enchaînent sans aucun effet positif, c'est d'ailleurs même tout l'inverse. Les professeurs manquent parfois de légitimité en enseignant des choses qu'ils ne maîtrisent pas dans la pratique. Des études qui vont être inutilement longues et faiblement rémunérées à la sortie comme avec les doctorants. Un système scolaire qui est beaucoup trop rigide, surtout dans les études supérieures. Quand on choisit une voie, on est en général obligé de poursuivre jusqu'au bout. Il y a trop peu d'équivalence entre les filières permettant de se réorienter sans perdre d'années d'études. Et enfin, l'idéologie est de plus en plus présente à l'école, notamment l'idéologie woke, qui provoque plus de dégâts qu'autre chose. Bien sûr, tous ces constats ne sont pas exhaustifs et il y a bien d'autres critiques que j'aurais pu citer. C'est un peu difficile de déterminer la cause exacte de tous ces problèmes, mais je pense qu'on peut identifier deux grandes causes. Premièrement, le manque de courage politique. On voit qu'il y a de plus en plus de réformes. Alors c'est bien de faire des réformes, mais si elles ne servent à rien ou si ce ne sont que des demi-mesures, autant ne rien faire. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, veut expérimenter une pause numérique au collège, que les ados laissent leur téléphone à l'entrée de l'établissement. Ça va sûrement changer les choses. Il y a une époque où Macron disait que les Français étaient un peuple qui n'aime pas les réformes, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Et que les Français sont surtout blasés de voir leur argent gaspillé dans des réformes inutiles. Deuxièmement, il y a un manque de pragmatisme, et ça c'est typiquement français. On sait très bien quelles sont les solutions à apporter à tel ou tel problème, mais on fait toujours en sorte de soit ne rien faire, ou soit faire des trucs qui tombent complètement à côté. La gratuité de l'éducation est un principe ancien puisqu'elle remonte à la loi Ferry de 1881. Malheureusement, cette gratuité se fait au détriment de la qualité. Alors attention, cela n'est pas valable pour tout le monde. À l'époque de nos parents, l'école offrait des bases solides, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui dans l'enseignement public de manière générale. Alors pourquoi je dis que la qualité de l'enseignement est aujourd'hui globalement mauvaise? Premièrement, on voit la diminution du niveau des élèves, avec un recul de plus en plus important dans les classements internationaux. Mais pas que. On peut aussi citer le fait qu'aujourd'hui, certains examens comme le brevet ou le bac sont beaucoup plus accessibles qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans. Ou encore le fait de voir des élèves passer dans la classe supérieure alors qu'ils ont des lacunes importantes et que le redoublement serait probablement la meilleure option, d'autant plus qu'il n'y a aucun tabou à redoubler. Deuxièmement, il y a un souci avec le recrutement des enseignants. La qualité de l'enseignement passe en partie par la qualité des connaissances et de la méthodologie de ceux qui le délivrent. Au final, aujourd'hui, beaucoup de profs sont des contractuels qui n'ont jamais enseigné et qui ne connaissent pas grand-chose à la matière qu'ils vont enseigner. J'imaginais pas que ça soit aussi fatigant et aussi dur, mais j'imaginais qu'il y avait des difficultés, oui. Mais pas autant que ça, non. Être prof, c'est un métier à part entière qui s'apprend, avec une méthodologie qui doit être adaptée. Et on ne peut pas s'improviser prof en une semaine. Ensuite, on va bien voir la prédominance du par cœur sur la réflexion. Du collège au supérieur, on voit que la place qui est laissée à la réflexion est minime. On privilégie davantage le par cœur, y compris dans les enseignements où ça n'a pas lieu d'être. Par exemple, en anglais, apprendre par cœur des textes au lycée n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est apprendre les bases, mais ensuite pratiquer à l'oral pour devenir rapidement bilingue. Également, dans beaucoup trop de filières de l'enseignement supérieur, le par cœur est encore trop présent. Il n'est pas normal à la fac d'être évalué sur des matières où la capacité à recracher 150 pages est davantage valorisée que le fait de réfléchir à une problématique. Ensuite, on peut se questionner sur l'efficience de l'enseignement.
Ça, on le voit quand on arrive dans le monde professionnel et que l'on voit des personnes diplômées d'universités à l'étranger qui ont eu besoin de beaucoup moins d'années d'études pour arriver au même poste. C'est le cas par exemple en médecine où on fait bac+10 au minimum, voire bac+12 pour devenir médecin spécialiste sans avoir un meilleur niveau qu'aux États-Unis où il suffit de 5 ans d'études pour devenir chirurgien en dehors du bachelor. Et c'est aussi le cas pour moi. Je travaille dans le conseil en stratégie où il faut un bac+5 voire bac+6 et être diplômé des meilleures écoles de commerce ou d'ingénieurs pour accéder à ce genre de poste. Alors qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis, avec un simple bac+3 d'une bonne université, sans même que ce soit les meilleures universités, et bah cela suffit. Du fait des critiques qui sont adressées au système scolaire, de plus en plus de parents vont scolariser leurs enfants dans des établissements privés. Le débat a été remis au goût du jour lors de la nomination de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale suite à la polémique sur la scolarisation de ses enfants. Alors, est-ce que la qualité de l'enseignement privé est supérieure à ce qu'on peut trouver dans le public ? Si on parle uniquement des résultats des élèves, a priori, selon les données disponibles de l'éducation nationale, les élèves du privé ont de meilleurs résultats aux évaluations en 6e avec un score 32 points supérieur à celui d'un élève du public. Également, le taux de réussite au bac est de 98% dans les établissements privés, là où il plafonne à 94% dans le public. Et enfin, la Cour des comptes a publié un rapport où elle indique qu'effectivement, de manière générale, les résultats sont meilleurs dans le privé, mais elle tempère son propos en disant que la part d'élèves issus des milieux favorisés y est plus nombreuse et donc cela explique les meilleurs résultats. Le souci, c'est qu'ici on parle que des résultats scolaires. Et pour moi, les résultats scolaires, c'est la finalité. En réalité, les résultats scolaires sont la résultante d'autres variables qui permettent de juger ou non de la performance d'un type d'enseignement. Malheureusement, j'ai trouvé aucune étude sur le sujet. Donc je vais te partager ma vision des choses en essayant de rester le plus objectif possible. Premièrement, si on parle du collège et du lycée, je pense qu'on peut facilement admettre que le niveau d'exigence est plus élevé dans le privé, avec parfois un niveau de devoir à la maison plus élevé, un rythme qui va plus vite et la capacité à prendre de l'avance sur les programmes suivants. Deuxièmement, que ce soit du collège au supérieur, l'encadrement dans le privé est plus important que dans le public. On le voit au collège ou au lycée, avec des classes souvent moins chargées que dans le public, ou encore des travaux de classe qui se font souvent en petits groupes avec une supervision rapprochée de la part des profs, parfois plusieurs profs pour une seule matière. Et on sait très bien que le fait d'être encadré est un facteur important dans la réussite. Troisièmement, les établissements privés ont souvent accès à des ressources supplémentaires, telles que des installations sportives de qualité, des équipements de pointe notamment en matière technologique, des possibilités de prendre en option certaines matières qu'on ne trouvera pas dans le public, ou encore des programmes extrascolaires hyper intéressants qui participent au développement intellectuel. Quatrièmement, les écoles privées génèrent souvent un sentiment de communauté beaucoup plus fort chez les élèves. Les parents d'élèves et le corps enseignant travaillent souvent ensemble pour soutenir le succès académique et personnel des élèves. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que l'enseignement privé n'est pas par nature supérieur à l'enseignement public. Mais parce que le privé est doté de moyens plus élevés, nécessairement la qualité de l'enseignement qui est délivré est souvent meilleure. C'est donc admettre que l'argent est un facteur important pour la performance d'un système scolaire. Au lycée, pour la plupart d'entre nous, on ne savait pas ce qu'on voulait faire plus tard. Du coup, on s'est déjà tous posé la question. Faut-il choisir son orientation par passion ou en fonction des débouchés professionnels? Déjà, rien que la question montre qu'on oppose passion et débouchés. Et c'est déjà le début du problème. Mais maintenant, il faut y répondre. Eh bien, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Et ça dépend de toi. Ça dépend de la direction que tu veux donner à ta vie, des ambitions que tu te fixes, etc. Choisir son orientation par passion, c'est top. Ça te permet d'étudier dans un domaine que tu aimes, tu vas probablement t'épanouir un max durant tes études, et ça, c'est hyper important. Néanmoins, il faut être réaliste. Quand on choisit son métier par passion, c'est souvent en lien avec un domaine artistique ou créatif, comme l'art, l'audiovisuel ou l'architecture, ou alors très théorique, comme l'histoire ou la philosophie. Malheureusement, à la sortie, c'est là que ça se complique. Car ces voies offrent des débouchés limités avec un salaire à la sortie qui est très peu élevé, voire pas de salaire du tout. Certes, le salaire ne fait pas tout, mais il faut bien comprendre qu'on vit à une époque où sans argent, on ne fait rien. Alors, on peut très bien gagner sa vie en sortant de ces filières, mais il faut savoir que c'est rare, et en général, ça prend souvent beaucoup d'années. De l'autre côté, on peut regarder les débouchés professionnels et choisir en fonction. En général, les voies comme la finance, l'économie, les maths, le droit, l'ingénierie ou les sciences sont des études qui offrent beaucoup de débouchés et où tu pourras plutôt bien gagner ta vie. Et d'ailleurs, si tu fais une super école ou une super université dans ces domaines-là, tu peux gagner extrêmement bien ta vie dès la sortie d'études. Maintenant, je vais te donner ma vision des choses puisque j'ai aussi été confronté à ce choix. Il faut faire très attention au choix d'études que tu vas faire. Car même si tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie, il y a des choix stratégiques à faire dans ton orientation pour ne pas perdre de temps et ne pas prendre le risque de te fermer des portes. À mes yeux, l'idéal c'est de trouver un juste milieu entre passion et débouché. Car d'un côté, le but c'est pas de faire un truc que tu n'aimes pas,
mais de l'autre côté, il faut aussi que tu prennes conscience de l'importance de l'argent. Sans ça, on ne fait absolument rien. La plupart des métiers qui sont le fruit d'une passion ne nécessitent pas forcément un diplôme. Par exemple, si tu es passionné par l'audiovisuel, tu peux apprendre le montage vidéo ou la réa sans faire une école. A l'inverse, les filières qui ouvrent beaucoup de débouchés, comme celles que j'ai citées, les maths, l'informatique, la finance, le droit, les sciences, etc., sont très stratégiques. Pourquoi? Car en faisant une licence dans ces domaines-là, tu vas peut-être déjà découvrir que finalement, ça te plaît. Parce que tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais vues au lycée. Et si c'est pas le cas, eh bien tu peux rattraper tout ce que tu veux après, même si c'est une voie différente. À titre d'exemple, tu peux faire une licence de maths et rattraper une super école d'ingénieur derrière. Tu peux faire une licence d'économie et rattraper un master en finance ou une super école de commerce derrière. Tu peux faire une licence de droit et intégrer Sciences Po derrière. Tu peux faire une licence de biologie et rattraper un master en finance derrière. En fait, les licences que je viens de citer sont considérées comme exigeantes et elles offrent des connaissances assez diverses, ce qui fait que si tu as de bonnes notes, tu peux faire jouer des équivalences et rattraper une filière différente qui te plaît davantage. Après, rien ne t'empêche de continuer à faire des choses en lien avec ta passion à côté. C'est ce que j'ai fait pour ma part durant mes études. Je suis passionné par l'audiovisuel. Aujourd'hui, j'ai des business en lien avec ça. J'ai pas fait d'études là-dedans et c'est sans regret puisque je suis arrivé au même résultat. En fait, il faut bien avoir conscience que c'est ultra important de se soucier de son orientation. Le marché bouge beaucoup, les profs sont pas toujours à jour et les conseillers d'orientation sont complètement à côté de la plaque. Le problème, si tu ne te soucies pas de ces questions-là, c'est que tu risques de perdre du temps dans tes études, te réorienter plusieurs fois avant de trouver ta voie, alors que tu aurais pu ne pas perdre tout ce temps en faisant les bons choix pour faire jouer des équivalences. Et je t'en parle d'autant plus que je suis le premier concerné. J'ai commencé par une fac de médecine, j'ai obtenu ma première année mais j'ai préféré partir en droit, où j'ai eu de très bonnes notes, ce qui m'a permis ensuite de rejoindre un des cursus les plus sélectifs de France. Je parle de tout ça beaucoup plus en détail sur Twitch, je fais des lives où je parle de mes études, de ce que je fais aujourd'hui, d'orientation scolaire, des stratégies à mettre en place, de l'entrepreneuriat, de comment vivre de sa passion, etc. Je vais également inviter des personnes qui, elles aussi, se sont posées toutes ces questions, mais ont eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait mettre certaines stratégies en place pour s'en sortir, et qui ont réussi à avoir de super parcours scolaires, ce qui leur a ouvert de super portes aujourd'hui, que ce soit dans la finance, le droit, le conseil, la médecine, les sciences ou l'entrepreneuriat. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne Twitch, vraiment, on n'est pas beaucoup pour le moment et donc je peux répondre au cas par cas à tout le monde, mais dans l'avenir je pourrai probablement de moins en moins. Dans tout ça, je n'ai pas parlé encore des filières professionnelles qui sont pourtant ultra importantes aujourd'hui et qui sont souvent dévalorisées, voire méprisées. Alors pourquoi ces filières sont-elles dévalorisées? Premièrement, par stigmatisation sociale. La France est un pays très attaché aux diplômes et aux longues études. C'est d'ailleurs probablement hérité de l'histoire et du siècle des Lumières, où on a assisté à une réelle promotion de l'éducation et finalement, en dehors de la révolution industrielle ou post-Deuxième Guerre mondiale, les métiers manuels ont toujours été dévalorisés. Deuxièmement, ces filières et les professions qui suivent derrière souffrent d'un manque de reconnaissance. Un plombier qui gagne 5 000 € par mois recevra moins de reconnaissance qu'un avocat qui est au SMIC. Parce que le statut social est une chose importante à l'échelle de la société, et qu'un plombier aura toujours un statut social considéré comme inférieur à celui d'un avocat. Troisièmement, les filières professionnelles sont réputées comme étant des filières peu rémunératrices, alors que la réalité montre qu'il y a peu de différence de salaire entre une personne issue d'une filière professionnelle et une personne qui a simplement le bac. Enfin, je pense que c'est aussi car on ne cesse de véhiculer l'idée selon laquelle ce sont des métiers qui risquent de disparaître dans le futur du fait de l'émergence de l'intelligence artificielle. Alors certes, la robotique a conduit à transformer des postes, voire en supprimer. Mais là on parle vraiment de quelques fonctions spécifiques. C'est pas demain que des menuisiers ou des maçons seront remplacés par l'intelligence artificielle. Et surtout, l'IA menace tout autant les métiers qualifiés. Personne n'est épargné. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que si peu de moyens sont mis pour l'éducation de manière générale, c'est encore pire du côté des filières professionnelles. Elles ont cette étiquette de voie de garage alors qu'elles peuvent être le fruit d'une vraie passion. Etchebest ou encore Alain Ducasse sont des exemples parfaits qui font rayonner 100 fois plus la France dans le monde que des personnes comme moi qui avons un métier de bureau. Mon conseil est donc de te dire que contrairement à la voie générale, pour les voies professionnelles, si tu es passionné, eh bien fonce. Ce sont des voies qui offrent beaucoup de débouchés avec un salaire qui peut vite grimper et tu accompliras probablement de très grandes choses si tu choisis cette voie par passion. Sauver l'école est-il encore possible? Alors oui, heureusement. Cependant, je pense qu'il faudra attendre des décennies, car ce n'est pas avec les politiques actuelles que ça va se faire. Mais si on part du principe que ça peut se faire, alors comment faire?
À mes yeux, la première chose à faire, c'est d'augmenter le budget qui est alloué à l'école. L'éducation, avec le taux de natalité, sont les deux facteurs qui participent le plus à la croissance d'un pays. Alors certes, c'est actuellement l'un des budgets les plus élevés, mais je pense qu'il faudrait premièrement revoir comment est ventilé le budget. Il y a probablement des dépenses inutiles. Et deuxièmement, il faudrait l'augmenter en prenant du budget sur d'autres budgets. Je ne suis pas expert en économie, mais quand des prix Nobel le suggèrent, qu'on est capable d'envoyer des millions d'euros en Ukraine, on peut quand même se dire que c'est faisable. Deuxième chose à faire, virer toute l'idéologie à l'école. Les associations qui interviennent pour faire du lobbyisme de telle ou telle cause n'ont rien à faire à l'école, surtout quand c'est lié à des théories qui sont inventées aux États-Unis et qui n'ont aucune réalité scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éveiller les consciences sur des sujets de société, mais il faut faire la différence entre informer et faire de l'idéologie. Troisième chose à faire, je pense qu'il faut alléger les emplois du temps en supprimant certaines heures de cours et en ayant enfin le courage de dire que toutes les matières ne se valent pas. Par exemple, l'histoire ne pèse pas autant que les maths ou le français. On peut réduire les heures d'histoire à 1 heure par semaine. Ou alors encore, concernant les LV3, pourquoi faire une LV3 quand au lycée, 90% des étudiants sont incapables de parler l'anglais couramment? Donc dégageons des heures de LV3 pour les remplacer par de l'anglais renforcé ou par du temps libre, tout simplement. Il vaut mieux renforcer les bases et les connaissances dans des disciplines clés que de vouloir trop diversifier l'enseignement au risque d'avoir une qualité médiocre sur l'ensemble. Ensuite, pourquoi pas laisser la possibilité de mettre en option certains enseignements comme la philo, qui est une matière ultra intéressante, mais qui arrive peut-être à un moment de notre scolarité où nous ne sommes pas suffisamment matures pour l'apprécier. Quatrième chose, il faut favoriser davantage la réflexion que le par cœur. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre ses cours, mais on peut s'inspirer de ce que l'on fait dans les disciplines scientifiques où il faut commencer par apprendre son cours pour ensuite arriver à appliquer les principes à travers des exercices qui favorisent la réflexion et la démonstration d'un raisonnement. Et je pense que cela se prête à beaucoup de matières, y compris littéraires, en rédigeant des essais par exemple. Évaluer la capacité à recracher un cours n'a pas d'intérêt, si ce n'est de permettre à des élèves qui savent tout apprendre par cœur sans rien comprendre, de réussir. Cinquième chose, il faut revoir le contenu de certains enseignements. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignements sont dépassés. Le monde avance bien plus vite que l'éducation. Il est important d'être sensible aux enjeux de demain, que ce soit l'écologie ou les nouvelles technologies, car personne n'y échappera. Donc adaptons les enseignements en conséquence. Pareil pour l'histoire, j'ai l'impression qu'on étudie que la Deuxième Guerre mondiale comme s'il n'y avait pas autre chose à voir de plus actuel comme certains conflits qui se déroulent en ce moment, qui fracturent malheureusement la société et qui ont des enjeux importants pour l'avenir. Sixième chose à faire, je pense qu'il faut revoir la méthodologie de l'enseignement en capitalisant beaucoup plus sur la proactivité, en essayant de créer la discussion dans les matières qui s'y prêtent. Il faut arrêter les cours magistraux, surtout dans l'enseignement supérieur, où le prof vient très souvent juste pour lire son cours sans créer aucune interaction ou laisser la place à la discussion avec ses élèves. Également, je pense que le cours doit aussi devenir un endroit où l'on fait des exercices pour s'entraîner, pour favoriser la compréhension en étant supervisé par le professeur, ce qui aura le bénéfice aussi de réduire la quantité de devoirs à la maison qui, pour le coup, on le sait, fatigue les élèves après une grosse journée de travail, fatigue également leurs parents et sont une source de fracture sociale importante. Septième chose à faire, je pense qu'il faut augmenter les heures de sport. Au-delà de la dépense physique et énergétique, le sport c'est un véritable allié dans la vie, et a fortiori dans les études pour plusieurs raisons, mais je vais en citer ici que deux. Premièrement, le sport participe au bien-être mental et physique puisqu'il réduit le stress et l'anxiété. Deuxièmement, le sport enseigne des valeurs cruciales telles que la discipline, la persévérance, la résilience et le goût de l'effort. Une méta-analyse justement a conclu que les heures de sport qui étaient pratiquées dans le cadre scolaire étaient encore plus bénéfiques que le sport pratiqué en dehors du cadre scolaire pour la réussite des élèves. Huitième chose à faire, je pense qu'il faut que l'éducation nationale arrête de brider les professeurs. Beaucoup de professeurs aujourd'hui essayent de se détacher de l'autorité de l'éducation nationale et expérimentent des choses, qui parfois démontrent d'excellents résultats. Comme à Drancy, où un prof de lycée a mis en place un système d'encadrement des élèves en coopération avec leurs parents afin de les pousser à travailler. Et bah, résultat, ça fait plusieurs années que les élèves de Terminale ES ont 100% de réussite au bac. Plutôt que de vouloir s'inspirer de systèmes étrangers qui ont une culture différente et qui seront, à mon sens, difficilement réplicables en France, laissons déjà nos professeurs tester des choses, regardons les résultats, inspirons-nous des bonnes pratiques et diffusons-les dans l'ensemble de l'enseignement. Et dernière chose à faire, je pense qu'il faut restaurer l'autorité à l'école. On le voit de plus en plus dans l'actualité avec des élèves qui se font harceler, des élèves qui ne respectent plus l'autorité des professeurs et qui sont de moins en moins disciplinés. Alors c'est probablement l'un des axes les plus difficiles sur lequel il faut travailler, car ça nécessite un effort conjoint de la part de tout le monde, des élèves, des profs, des parents d'élèves et de l'éducation nationale. Il faut que l'école redevienne un lieu où l'autorité est respectée avec des sanctions tellement fortes qu'elles refroidiront ceux qui veulent foutre la merde. Il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Mais si déjà on agissait sur ces leviers, ce serait le jour et la nuit.
Au final, il y a beaucoup de problèmes dans le système scolaire actuel et je ne pense pas que ça va s'améliorer. La qualité de l'enseignement va à mon sens continuer à baisser année après année car le pouvoir politique ne positionne pas les bonnes solutions en face. Et c'est dommage car de par l'histoire de notre pays et notre rapport à l'instruction, on aurait pu avoir un des systèmes scolaires les plus performants au monde. Après, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à en tirer et que tout est foutu? Eh bien non, heureusement. Je te rassure, ça vaut toujours le coup d'avoir des diplômes puisqu'ils ont toujours une valeur importante aujourd'hui. Simplement, il ne faut pas compter sur le pouvoir politique pour que le système scolaire s'améliore du jour au lendemain. Ça prendra des années, sauf que pour toi, c'est maintenant que ça se joue. Là où je veux t'amener dans cette vidéo et que t'entendras quasiment jamais sauf en dehors des meilleurs collèges ou lycées, c'est qu'aujourd'hui, l'orientation scolaire c'est devenu une vraie stratégie. Il faut bien réfléchir à ton orientation et essayer de le faire le plus tôt possible. Si on prend les élèves de grands établissements parisiens, dès le collège, ils savent déjà qu'ils veulent faire une prépa et intégrer une grande école, faire du droit, de la médecine, de la finance. Dans mon ancien collège, il y avait 2 élèves au maximum qui rentraient à la Polytechnique, alors que à Louis le Grand, c'est 20 élèves par classe préparatoire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard comme métier. Mais ils ont compris quelque chose, c'est qu'il vaut mieux essayer de viser des voies qui t'ouvriront toujours énormément de portes, car c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire comme métier, mais il faut arriver à se créer un chemin pour qu'aucune porte ne soit fermée ou perdre bêtement des années. Pour ma part, ça fait plusieurs années que je suis sorti de tout ça, mais j'ai conscience que finalement, les difficultés qu'on avait à cette époque continuent aujourd'hui, voire s'intensifient. Et je sais que les étudiants sont très mal accompagnés sur leur orientation. Les profs sont largués et les parents sont souvent mal informés car ils sont pris dans leur quotidien avec leurs difficultés. Avec cette vidéo, j'espère t'ouvrir au moins un petit peu les yeux sur l'importance de réfléchir très tôt à ton orientation et à essayer de trouver un équilibre entre tes passions et l'insertion sur le marché du travail ensuite. De par mon expérience, on peut toujours parvenir à atteindre ses objectifs. Mais pour ça, il faut disposer des bonnes informations.